Installe-toi, je te raconte une histoire vraie qu'on oublie trop souvent. Imagine que tu sors de chez toi, un matin. Il fait lourd, l'air colle un peu et la ville est déjà tendue parce que la vie est dure. Et là, au milieu d'une rue pavée, tu vois une femme qui danse. Pas je danse parce que j'ai envie. Non, elle danse comme si son corps avait reçu un ordre secret. Elle tourne, elle tremble, elle trébuche, elle repart. Sans musique, sans sourire, et surtout, sans pouvoir s'arrêter. On est à Strasbourg en juillet plein 118. La ville n'est pas la carte postale tranquille qu'on imagine aujourd'hui. C'est une cité du Saint-Empire, avec des épidémies des famines, la peur religieuse omniprésente et ce sentiment diffus que quelque chose de mauvais peut tomber sur toi à tout moment. Et ce jour-là, selon plusieurs récits à conserver, une femme connue sous le nom de Frotrophéa commence à danser dans la rue et continue jusqu'à s'écrouler. Sauf qu'après s'être reposée, elle recommence, encore et encore. Au début, les gens regardent. Certains rient nerveusement, d'autres s'inquiètent. On essaie de la raisonner. Son mari la supplie d'arrêter, mais ça ne marche pas. Le problème, c'est que ce genre de spectacle agit comme un aimant sur une foule. Tu ne peux pas t'empêcher de fixer. Et plus tu fixes, plus ton cerveau cherche une explication. Malédiction, possession, punition. À l'époque, ce ne sont pas des idées folles, ce sont des options crédibles. Puis arrive le moment où l'histoire devient vraiment terrifiante. Ce n'est plus une personne. Dans les jours qui suivent, d'autres se mettent à danser. D'abord quelques-uns, puis des dizaines. Les sources racontent qu'au bout d'environ une semaine, il y en a déjà plus d'une trentaine. Et leur danse n'a rien d'une fête. Ce sont des mouvements frénétiques, convulsifs, qui épuisent. Les pieds gonflent, saignent, les corps ruissellent, certains hurlent, d'autres semblent vides. Et pourtant, ils continuent. Si tu veux visualiser l'horreur, pense à une foule qui n'a pas choisi d'être une foule. Une contagion sans microbes visibles. Un phénomène collectif qui ressemble à un cauchemar. En pleine journée. Et comme souvent avec les catastrophes étranges, les autorités doivent agir vite. Le conseil de la ville et les responsables religieux cherchent un diagnostic. Les médecins de l'époque ont une théorie. Ce serait du sang trop chaud, une sorte de surchauffe du corps. Et la solution, attention, est contre-intuitive. Les laisser danser pour expulser le mal. Alors la ville organise des lieux, fait venir des musiciens, parfois même des danseurs professionnels pour accompagner. Pensant calmer la crise, mais d'après les récits, ça fait l'effet inverse. Ça aggrave la situation. Et là, tu comprends le piège. Quand tu officialises un phénomène, quand tu lui donnes une scène, un cadre, une attention, tu lui donnes aussi un carburant. Les gens voient, entendent, parlent, la peur circule. Et dans une population déjà au bord de la rupture, ça peut suffire à déclencher de nouveaux cas. En quelques semaines, on évoque un total qui grimpe très haut. Des centaines. Parfois jusqu'à environ 400 personnes touchées selon les sources. Et au pic, certains récits parlent de mort par épuisement, crise cardiaque ou accident vasculaire, même si le nombre exact de décès reste débattu. La ville finit par changer de stratégie. Au lieu d'encourager, elle tente d'isoler, de soigner, de désenvoûter. Une partie des danseurs est conduite vers un lieu associé à la guérison spirituelle, le sanctuaire de Saint Vite, Sainte Vitus, parce qu'on croit que ce saint peut lever la malédiction. D'après un récit détaillé, on leur fait suivre un rituel, prière, encens, formules religieuses, petits symboles de croix, et même des chaussures ou marques rituelles, l'objectif étant de rompre le sort. Et, mystérieusement, au début de septembre 1518, l'épidémie se met à retomber. Et maintenant, la question qui obsède tout le monde, qu'est-ce que c'était? La première grande piste, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une maladie psychogène collective. En clair, un phénomène où le stress extrême, la peur et l'environnement culturel peuvent déclencher des symptômes réels, partagés, contagieux socialement. Strasbourg, à ce moment-là, cumule les facteurs misère, maladie, instabilité, croyances très fortes autour des malédictions et des saints. Même Britannica résume cette idée comme l'explication la plus acceptée. Un trouble psychogène alimenté par un contexte de détresse et de croyances locales. Deuxième piste souvent citée, l'ergot, un champignon du seigle qui peut provoquer convulsions et hallucinations. Mais cette hypothèse est très contestée. Plusieurs historiens soulignent que l'ergotisme s'accompagne aussi de problèmes de circulation et de douleurs, qui rendraient très difficile une danse prolongée pendant des jours.
Et ce qui rend l'affaire encore plus fascinante, c'est qu'elle n'est pas totalement unique. Des épisodes de manie dansante sont rapportés ailleurs en Europe, notamment une grande flambée en 1374 qui se propage dans plusieurs villes autour du Rhin, parfois appelée danse de Saint-Jean. Alors, quelle est la morale de cette histoire? La peste de la danse te met une claque parce qu'elle rappelle une vérité dérangeante. Le corps humain n'est pas seulement une machine biologique. Il est aussi connecté à la peur, aux croyances, au regard des autres, à la pression d'une époque. Et parfois, quand une société est au bord de la rupture, elle peut craquer d'une manière spectaculaire, pas avec des cris, mais avec une danse. Ce jour-là, à Strasbourg, le plus terrifiant n'était pas la musique, c'était l'absence de musique. Parce que ça veut dire que ce n'était pas une fête qui a emporté les gens, c'était quelque chose à l'intérieur d'eux qui avait pris le contrôle. Mets un like si tu veux soutenir la chaîne et abonne-toi. Ici, on découvre un truc incroyable à chaque vidéo.